Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Dimanche 15 h, on se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Celui sur la semaine numéro 40, qui s'étale du 29 septembre au 5 octobre. Ça va être un épisode un peu plus long que les précédents. On a 8 œuvres à traiter, 2 comics, 5 mangas et un film. C'était une semaine plutôt active, dira-t-on. On a lu un livre par jour, que ce soit comics ou manga. Et en plus de ça, j'ai eu le temps de regarder un film le dimanche en plus, ce qui nous fait une grosse semaine. En même temps, c'est la semaine dernière où j'ai tourné mon épisode dimanche à 13 h pour le sortir dimanche à 15 h. Donc c'est pas ça qui m'a pris du temps. Et ouais, normalement, je raconte un peu ce qui s'est passé sur la semaine concernée côté perso, histoire de discuter un peu. Là, j'ai plus trop de souvenirs. Juste, on les voit pas parce que c'est derrière le canap'. Mais je me suis trouvé d'occasion l'intégrale des tomes de High Shield 21. Je suis pas très manga de sport, hormis Bakuman que j'adore et Blue Lock dont on m'a fait tomber dedans que j'adorais et qui est plus chiant avec cet arc actuel. High Shield 21, c'est le troisième manga de sport que j'ai lu, qui est trop bien. Murata au dessin, ça fait quand même plaisir à voir. Et le scénariste de Dr. Stone, avant qu'il soit insupportable, ça me va aussi. Mais en dehors de ça, et le fait où c'était une semaine plutôt dangereuse sur mon rythme de travail, je sais plus trop quoi en dire. Juste, j'ai repris Donkey Kong Bonanza le dimanche soir. Enfin, ça faisait genre 2 semaines et quelques, je crois que j'avais pas touché au jeu. Ça fait plaisir, c'était cool. Je sais plus si c'est ce soir-là que j'ai fait la fin, mais on doit s'en rapprocher. J'ai fait la fin du jeu, mais il reste encore du post-game avant qu'on en parle dans cette émission, mais ça se rapproche petit à petit. Et je pourrais enfin jouer à d'autres jeux sur ma Switch 2, parce que pour l'instant, bah, il y a eu du Mario Kart, un peu de Mario Party Jump Body, quand il y avait les copains. Et sinon, bah, c'est Donkey Kong depuis un petit moment, où j'ai fait un gros rush, où j'ai beaucoup joué. Après, j'ai pas joué pendant un petit temps, et là, je fais un gros rush. Dimanche, lundi, mercredi, j'ai joué. Et sinon, je me suis inscrit à 2 compètes, d'escalade en novembre. Ça fait, plaisir, même si je suis pas à l'aise avec mon niveau et mes séances actuellement. Ça fait du bien d'avoir, 2 deadlines vers, fin, novembre. Et en plus, il y a une des 2 compètes qui me fait peur, parce qu'elle est d'un style différent de d'habitude. Il y aura, 15 blocs dans la compétition, et ils seront en essai limité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre rapidement les mouvements, réussir à les faire rapidement et pas trop s'épuiser, parce qu'on a que 3-4 essais par bloc, je sais pas quelle est la règle officielle, mais un nombre limité, ce qui est une façon différente de penser et d'essayer. À voir comment ça rendra. Ah mais ouais, j'avais eu un week-end hyper chargé côté perso le week-end dernier, c'est pour ça que j'avais tout décalé et que c'était la galère. Ok. Euh, J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle cet épisode et ce que vous avez découvert récemment. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le comics Wolverine Ennemi d'État de la collection Marvel Must Have. Donc mon deuxième du mois de septembre. J'étais pas bien en avance, effectivement, vu que j'ai lu le 29 septembre, on va pas se le cacher. Et c'est dommage d'ouvrir l'épisode par celle-ci, parce que c'est la seule œuvre que j'ai appréciée. Pour le reste, il y a 5 œuvres que j'ai trouvées moyennes et 2 que j'ai trouvées mauvaises. Là, c'est la seule que j'ai du côté positif et que j'ai même adorée. C'est agréable d'en parler, mais que ça soit la seule, et te dire qu'après le reste, ça sera que moyen, au mieux, c'est un petit peu dommage. Mais bref, on est pour l'instant sur Wolverine Ennemi d'État. Euh, Premièrement, est-ce que je suis un fan particulier du personnage de Wolverine? Pas spécialement. C'était pas un argument positif pour Deadpool et Wolverine l'été dernier, par exemple. Les comics Wolverine jusqu'ici, c'était
pas spécialement dépendant du personnage, donc je ne sais pas trop quoi en faire. Et en même temps, est-ce qu'on a besoin d'avoir un affect particulier avec le personnage pour être touché par une histoire quand elle est bonne? Je ne suis pas sûr. Parce qu'effectivement, cette compilation-là est bien cool. On suit d'abord Volvi dans une petite mission plutôt personnelle et gentillette, où il essaye juste de protéger un enfant qui s'est fait kidnapper. Un enfant qui s'est fait kidnapper à la place de l'enfant riche avec lequel il traîne, parce que les enfants ont pas ces barrières sociales comme les l'ont leurs parents respectifs. Mais bah, petite mission très personnelle et mignonne, dans laquelle Wolverine trouve la mort. Mais le problème, c'est qu'il est ressuscité par ceux qui l'ont tué, et que ça permet de le contrôler. Wolverine en allié, c'est terrifiant. Wolverine en ennemi, oh, c'est impossible. J'aime beaucoup le fait qu'on l'ait 100% en chasse, avec des combats internes qui sont du coup justifiés, qu'il ait des liens avec les personnages qu'il pourchasse, bah, qu'on ait des combats difficiles, parce que les personnages sont forts, ont de gros pouvoirs, mais aussi parce qu'il y a tout le côté affect et personnel qui entre en jeu. Et c'est très agréable de pouvoir suivre tous ces cheminements de pensée à n'importe quel moment du volume, quand il est en chasse, quand il a peur, quand il poursuit des gens qu'il connaît, quand il essaie de se raisonner. Ça marche très bien tout du long. C'est très introspectif, forcé par l'adversaire, mais bah, ça marche bien, et ça rend le personnage très intéressant et vivant. Et même le côté enquête marche plutôt pas mal, parce que ben on cherche à savoir pourquoi Wolverine est comme ça, qui lui a fait ça, est-ce qu'on peut lui rendre sa forme normale, et c'est très cool. Au bout de quelques chapitres, on a un gros shift où Wolverine est récupéré par le Shield, où on essaye de réparer le personnage en contrant le contrôle mental, en essayant d'aller encore plus dans ses pensées, dans ses ressentiments, dans tout ce qui fait de lui sa personne. Et c'est intéressant à suivre, d'autant plus que c'est un des seuls qu'on peut soigner comme ça au vu de ses pouvoirs. Et que derrière, il a gros à jouer pour sauver la personne qu'il a précédemment sauvée, qui se fait tuer et contrôler à son tour. Et donc on a un gros shift dans ce que ça raconte. Énormément sur la patate d'avoir tué des alliés, été horrible avec tous ceux qui le soutiennent, en étant très redevable à la personne en face de lui, qu'il doit sauver pour, se, pour rendre l'appareil, et bah, pour éviter que la personne tue du monde et soit dans le même état d'esprit compliqué que lui. Donc, ouais, c'est très psychologique, c'est intéressant de fou. Je suis moins convaincu par le dernier chapitre qu'ils ont mis dans cette compilation, parce qu'elle n'a pas de rapport avec cet arc narratif avec les deux personnages qu'on trouvait d'affilée, puisque c'est juste un chapitre dans un camp où Wolverine terrifie des nazis. Alors, c'est bien hein, de faire ça, y a pas de souci. L'idée derrière, super, faut le faire, y a pas de souci. Mais le chapitre est pas très beau, et ça a pas grand sens dans la compilation. Il fait peur aux différents gardiens qui se succèdent en étant toujours là, alors qu'il se fait tuer à chaque fois. Wolverine, quoi. Mais le reste du volume, c'est très prenant, c'est hyper personnel, c'est largement mon œuvre préférée de cette semaine. Après, la concurrence... Ensuite, toujours dans cette collection Marvel Must Have, j'ai lu mon troisième tome du mois de septembre, qui est un tome de Hulk, sous-titré Qui est le Hulk rouge? Et c'était tout de suite bien plus moyen. Ah oui. Évidemment, en ce moment, ils aiment bien surfer sur l'actu. Pour la sortie, pour les différentes sorties de cette année, il y a eu un comics Captain America Falcon. Il y a eu un Hulk qui est le Hulk rouge, il y a eu un Thunderbolts, il y a eu un 4 Fantastiques spécial sur Galactus. Ils aiment bien reprendre ce qui est actuel pour
Ben, se vendre plus, je suppose. Et je sais pas quoi faire, de ce volume. Parce que, c'est juste après qu'il retourne sur Terre dans World War Hulk, dont on a parlé récemment, où il est, violent et tout le monde est pas très apprécié. Et d'un coup, il y a un Hulk rouge qui se ramène, qui fait, encore plus de merde parce qu'il je dirais il se contrôle pas. Si, il se contrôle, mais il fait volontairement de la merde. Et donc ouais, les gens sont plutôt ouverts à avoir peur d'un Hulk, même s'il est pas de la bonne couleur, et à le faire payer à notre Hulk habituel. Les combats, sont bien concons. J'aime généralement assez peu les combats de comics dans lesquels, Hulk, apparaît. C'est pas les plus intéressants. Pas parce qu'ils sont bourrins et violents, ceux de Wolverine le sont aussi, mais niveau introspection ou forme, on n'a pas grand-chose d'autre que juste la violence des coups. Et là, il manque un petit quelque chose, quoi. Mais on a quelques alliances un peu cool et nouvelles qui vont faire du bien au personnage de Hulk, qui était un peu esselé depuis son retour de l'espace. Le personnage se fait à nouveau respecter comme un allié, mais il a fallu que ça passe par un moment où il était encore plus craint qu'avant pour absolument aucune raison, parce que c'était pas lui. Et je trouve donc le fonctionnement global assez inintéressant. Il pourrait avoir des alliés et des amis, parce qu'ils sont alliés, amis et gentils. Pas juste parce qu'il y a un Hulk rouge encore pire qui apparaît, et que Hulk vert veut le défoncer parce que bah, c'est le seul Hulk. C'est pas forcément la meilleure raison. Le personnage du Hulk rouge, je le trouve, hilarant dans sa vanité. Il fait le malin absolument tout le temps. Ça en est, ridicule et c'est donc hilarant quand il se fait, démonter la gueule. Malheureusement, le volume s'appelle pas juste, Hulk rouge, mais bien qui est le Hulk rouge? Ce qui veut créer donc un peu de suspense et d'intérêt sur son identité. Tout ce qui touche à ça, c'est très naze. Les conclusions, les résolutions, la façon dont est raconté qui est le Hulk rouge, sans qu'on ait jamais de validation ou que ça soit jamais montré la transformation. Il manque beaucoup de choses sur ce sujet-là. Et derrière, on a un chapitre bonus avec un duel entre Hulk et Wolverine. Les dessins sont très, pulp, un peu à la Andy Warhol. C'est pas du tout le bon mot pulp du coup, mais vous avez l'idée maintenant. Le problème c'est que c'est, très, osef comme combat, ça raconte rien, c'est juste un peu cool visuellement. OK, ah bah, je pensais avoir ajouté quelque chose en, me moquant du fait qu'il fallait forcément un personnage pire que Hulk pour que Hulk soit apprécié, mais je l'avais écrit dans la mini critique. Drôle, l'idée de le réparer pour une version pire. C'est mal dit, mais c'est la même idée. Voilà, mais mon souci c'est que finalement j'ai pas grand chose de mémorable. C'est des gros combats. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, mais si vous cherchez un peu plus de personnages ou de psychologie, c'est peut-être pas dans les comics Hulk. Mais Planète Hulk me fait toujours de l'œil, hein. À voir quand il sera à nouveau disponible. Ensuite, j'ai lu le premier volume de JoJo's Bizarre Adventure partie 4, Diamond is Unbreakable. On va avoir pas mal de blabla à faire avant, parce que enfin un nouveau rattrapage de manga d'occasion. Il serait temps parce que j'en ai des 1000 et des 100 à lire. On a la partie 4 de Jojo ici, que j'ai commencé à pas mal lire cette semaine. On a Demande à Modigliani. Derrière, on a Jojo partie 7. Derrière, on a Jojo partie 8. Là, au niveau du canapé derrière, on a High Shield 21. On a la bande dessinée Claw. Et quand les tomes 14 et 17 de Todag seront disponibles un jour, on aura Todag 14 à 27. Donc autant dire que ma pile à lire manga est immense, et je parle pas de la pile à lire roman qui prend tout un étage entier là-haut. On peut dire que j'ai de quoi lire pour un moment, donc il serait temps d'avancer un petit peu ça. J'ai donc lu le premier volume de Jojo partie 4, qui est la première partie que j'ai découverte.
j'ai commencé l'animé JoJo Bizarre Adventure avec la saison qui était en cours quand je me suis dit je regarde, donc en 2016. Donc Diamond is Unbreakable. Et de mémoire comme ça, c'était ma partie préférée. J'allais dire en même temps, après les 4 premières, c'est forcément la préférée. Je l'ai vue avant les 4 premières, mais je pense que c'est celle qui est la plus poussée jusqu'ici, dans les 4 premières. Parce que la première, c'est l'introduction. La deuxième, un personnage principal horrible, et donc c'est compliqué d'être porté quand c'est comme ça. La troisième, le côté voyage et stand à chaque épopée, ça reste assez limité dans la construction. C'est pas mauvais, mais c'est un peu limité. Est-ce que ça sera particulièrement différent d'avoir dans un seul village stand? Mais bref, arrête de raconter ta vie comme Rébi, parce qu'on a 8 œuvres, j'en ai fini 2, on en est à 22 minutes d'enregistrement. Et il est bientôt 22h. L'épisode sort à 15h, et demain je suis pas dispo. Euh, Mitigé sur ce tome d'introduction. C'est simple, mais ça marche bien, de faire entrer un personnage extérieur à la famille pour nous présenter la ville dans laquelle il est, sa vision des JoJo et sa vision des stands. Donc Koichi Hirose marche très bien pour ça. Et donc ça me fait un peu penser à la construction de Areadi, un personnage assez faible, qui a pas confiance en lui, mais qui a un pouvoir également, qui est le narrateur, pendant que le vrai personnage principal est ultra fort et ben, pas le narrateur. On a encore Jotaro, c'est trop, parce que avant de lire la partie 3, j'ai lu la partie 6, ce qui fait que j'ai eu Jotaro dans 3 parties d'affilée. C'est pas mon préféré niveau caractère et intrigue. Il est bien trop sûr de lui et bien trop lisse. Je l'aime pas trop. Et j'en ai marre de le voir partout. Dommage. Et pour l'instant, Josuke dans ce volume 1, il est surtout concerné par ses cheveux et les insultes envers eux. C'est pas non plus des plus intéressants. Et il manque de caractérisation et d'intérêt. Mais son pouvoir est plutôt cool, à voir à quel point il pourrait être utilisé. Il est puissant et rapide, moins que Star Platinum, je vais chercher loin. En plus de ça, il peut réparer les choses qu'il frappe, ce qui est plutôt abusé niveau intrigue. Tu sais que les personnages, s'ils sont blessés, même dangereusement, c'est pas très grave. Tant qu'ils ont pas passé la mort, t'es en mode bon, oh, aucun souci. Ce qui crée un peu une limite au suspense. T'es en mode pas de suspense, pas de suspense, pas de suspense, pas de suspense, mort. Il manque un truc, du coup, à cause de ce pouvoir-là. Mais il peut faire ça sur des objets aussi, et dans ces cas-là, ça peut être assez cool comment c'est mené ou pas. On nous met pas mal de mystères et de menaces qui planent sur la ville, qui est plutôt tranquille jusqu'ici. Et même sur le global de toute la saga Jojo, ça marche plutôt pas mal. Et bah, ça va être l'ambiance de cette partie. Village très cool, essayer d'être construit et cohérent, mais avec pas mal de mystères et plein de personnages bien hauts en couleur. Et le premier gros duel est bien. On a Angelo qui est un tueur. Il a un stand qui est aquatique et parasite. Donc il peut se balader que dans l'eau et son but c'est d'infiltrer le corps des gens pour les contrôler. Et ça nous offre un combat plutôt malin entre les 3 pouvoirs de Jotaro, Jotsuke et Angelo. Et ben ouais, le fait d'attaquer par l'eau et d'être dans une maison, ça crée des sujets plutôt pertinents et c'est très cool à lire. Et en plus de ça, ça nous montre qu'il peut y avoir du drama et ça explique les limites du pouvoir de Jotsuke en tuant un personnage proche de lui. Et même comme ça, avec une perte plutôt dramatique pour lui, il est pas plus attachant que ça. À voir comment ça va venir, c'est cool, il y a du potentiel, il y a un nouveau mystère avec une maison à la fin, mais mollo. La partie peut être cool. Le début est assez brinque-ballant. Ensuite, j'ai lu L'Indicible, nouveau chef-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe, le deuxième du cycle du rêve.
J'ai pas commencé à suivre les, chefs-d'œuvre de Lovecraft dès le début, mais j'ai bien aimé les 3-4 premiers que j'ai découverts et les 2-3 derniers, du cycle Cthulhu, j'étais, plus trop dedans et je commençais à être un peu détaché de ce qui se passait et pas très embarqué. Mais alors là, les 2 volumes du cycle du rêve pour l'instant, ils sont chiants, ils sont chiants. Niveau, dessin, on n'a plus aucune surprise au niveau des décors, des personnages, des chara-design ou quoi. Ça pourrait jouer un petit peu dans, l'univers onirique et particulier qu'on connaît pas trop ou avec les créatures, mais là, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais mon problème, c'est surtout au niveau des intrigues. Je trouve que Lovecraft, c'est, moins pertinent sur, des formats courts et vu que pour l'instant, les 2 tomes, du cycle du rêve, c'est des compilations de nouvelles, donc vraiment un chapitre, une petite histoire, c'est, compliqué. Les idées qu'on nous présente sont vraiment pas poussées du tout. Oui, les personnages rêvent, oui, leur monde du rêve dans lequel ils vont est particulier, voilà, c'est à peu près tout. Et c'est assez dommageable. Et j'aime moins avoir les choses dans ce sens-là. Avoir les personnages qui vont dans un monde dangereux, particulier, inquiétant, mais l'idée que des monstres dangereux, surprenants, inquiétants puissent être dans notre monde de manière cachée et une menace permanente, beaucoup plus intéressant et mémorable, je trouve. Et c'est fou, toutes ces mini-intrigues, il y a rien que j'ai réussi à retenir. Le seul truc qui sortait un peu du lot et qui est coincé là-dedans là, dans mon sourcil, vu ce que je montre avec mon doigt, c'est la maison sur le bord de la falaise, avec la porte qui donne sur le vide, donc tu es obligé de faire tout le tour, sur une petite coursive. Après tu rentres, il y a un personnage dedans qui rajeunit, il y a des gens à l'extérieur qui font toc toc sur les portes, alors que c'est compliqué d'être sur l'extérieur. Il y a plein de trucs très cool, très marquants et très originaux. Alors que le reste du volume, j'ai 100% oublié et je ne pourrais absolument rien citer d'autre. Esteban Zia, Taole citer d'autres. Et c'est dommage, avec de tels dessins et des œuvres si pernicieuses, on a vraiment un potentiel de fou et au final, on a tellement peu de choses à se mettre sous la dent, c'est trop dommage. Là, ça donne un grand volume mou et vide et c'est pas agréable à lire. Ensuite, j'ai lu Les Frères Karamazov de la collection, Cours au savoir. C'est, ça, mes rattrapages actuels, que j'ai commencé en septembre. En effet, je suis à jour niveau achat sur toutes les séries de ma Mangatech, hormis, les séries qui sont en différentes parties. Donc j'ai du rattrapage à faire côté chef-d'œuvre de Lovecraft avec les premiers volumes, du rattrapage à faire avec les cours au savoir avec les premiers volumes, et du rattrapage à faire avec la partie 5 de JoJo, qui est la seule qui me manque maintenant. Et donc pour ce mois de septembre, j'ai acheté 4 cours au savoir, dont on va parler maintenant. Presque des 4, on va parler de 3, et un la semaine prochaine. Ça n'a pas été toujours la panacée, les cours au savoir. Il y a des thématiques et des textes intéressants, parfois, des styles graphiques intéressants, parfois les deux, plus souvent aucun des deux. Et là, franchement, c'est pas pire. J'ai mis B, note moyenne, mais après, bah, ça reste la retranscription d'idées philosophiques en manga, donc c'est compliqué d'aller toucher l'excellence, mais il y a moyen de te rater assez facilement aussi. Donc B pour ce genre de truc, c'est pas si pire. On a 3 frères, c'est le titre du manga, hein, les frères Karamazov, c'était plutôt évident qu'ils étaient 3, qui se battent pour, un héritage.
Je suis pas très touché par la partie, enquête et recherche, de coupables parce que, ben, on n'a pas spécialement d'indices, on n'a pas spécialement de quoi, s'y attacher. Notre seul ressort, c'est de croire en l'innocence des 3 frères, ce qui est pas toujours gagné d'avance, mais ça fait assez peu pour une enquête. J'aime beaucoup le fait qu'on suive les 3 frères, indépendamment et qui sont tous, bien différents. On en a un qui est prêt à assumer responsabilité alors qu'il y est pas pour grand chose, c'est impressionnant à voir. Un qui, à force de chercher des explications et des solutions sensées, plonge n'importe comment, corps et âme là-dedans jusqu'à se détruire, à petit feu. Et un, qui est près de Dieu et de la bienveillance et qui donc permet de se libérer, de libérer ses frères un à un et de sauver un peu l'histoire. Donc oui, c'est très, les humains peuvent rien faire, ils sont horribles, ils même quand ils essaient d'assumer, après c'est pas bien pour eux, même quand ils veulent trouver une solution, c'est pas bien pour eux, même quand ils sont gentils avec les uns avec les autres, c'est pas bien pour eux. Il faut forcément un dieu pour gérer tout ça. C'est pas mon courant de pensée, intéressant à lire pour, voir un autre point de vue, mais bon, bah, je reste pas spécialement d'accord. Il y avait un passage un peu tristoun, avec un enfant, bien malade et bien mort. C'est des thèmes un peu durs, mais bon, bah, ça marche plutôt de manière cohérente avec le frère, près de Dieu et de la bienveillance. Je vais pas tilter, mais, vu le nom Karamazov et vu le nom de l'auteur, c'était une œuvre russe. Je m'en suis juste rendu compte en relisant la, préface de l'auteur. Le problème, c'est que la préface, ça dit: «Oui, c'est une œuvre purement russe, on le sent d'un bout à l'autre et ça apporte une particularité». On sent pas que c'est russe, hein, que ce soit russe ou pas, ça change rien globalement à l'histoire. Je pense, il y a pas que en Russie qu'on peut avoir, 3 frères qui se battent pour un héritage, de cette façon et un dieu qui peut, sauver les mentalités. Parce que les histoires, d'un dieu supérieur, qui est bien supérieur du coup, aux hommes sauvages, c'est plutôt commun, dira-t-on, au vu de l'époque de l'intrigue. Je suis pas d'accord, mais c'était intéressant, c'était pas mal. Hop là, petite pause d'une dizaine de minutes, j'ai fait la miniature, j'ai reposé ma voix. On est reparti pour les 3 dernières œuvres. Enregistrement à 51 minutes, vu que je mets pas en pause quand je fais autre chose. Et il est 22h22, on se rapproche. Deuxième cours au savoir, essai sur le principe de population. C'est, celui que j'ai le moins aimé, des 4, alors que je pense que c'est celui dont j'aime le plus le style graphique, ou du moins les idées visuelles. J'aime bien le fait que tout le monde soit représenté par des rats, souris, gerbilles, ce genre de petits rongeurs. Le style est plutôt cool à voir et original. Et les dessins avec les rats, bien méchants, bien sombres, c'est le niveau 0 de la subtilité, mais ça marche bien, c'est joli et c'est impactant. Le premier chapitre, c'est un rat qui représente, Thomas Robert Malthus, l'auteur de l'essai de base, qui, présente ses idées à, 2 personnes aristocrates. Ses idées, que les pauvres, c'est des grosses merdes, globalement, qui font juste augmenter le nombre de monde sur terre et donc le nombre de besoins de nourriture, qu'à un moment, c'est compliqué à gérer parce que, ben, les ressources sont pas infinies, donc c'est la bagarre, donc les plus faibles, les pauvres disparaissent et après ça retourne son équilibre tout seul. Il y a pas besoin de se lamenter, il y a pas besoin de faire des efforts, le monde se nourrira correctement sans souci. Hormis le fait que ce soit pas des idées très bonnes, le personnage qui les présente est un sacré connard et s'en cache pas une seule seconde. Alors oui, derrière les autres personnages qui veulent faire du bien autour d'eux le, contredisent globalement. Il faut faire des efforts pour être nourri, en vie, en bonne santé, pour être soigné. Donc littéralement,
tout le monde le contredit, mais absolument, tout le monde avance et réfléchit par rapport, à ses idées. Qu'on nous présente le truc puis qu'on nous le contredise dans tous les sens, j'aurais pris, mais qu'on nous présente le truc, qu'on le contredise dans tous les sens, mais qu'on s'en serve quand même pour dire: «Eh, il avait raison dans l'idée de base». Je suis pas d'accord et j'aime pas du tout le fond. Parce qu'en soi, le reste du volume est très stylé. On suit des pauvres, un cuisinier, une, infirmière, une, personnage mystérieuse, un jeune à l'orphelinat, qui se battent pour survivre à fond avec leur regard, leur identité, qui à la base on faisait ça juste pour survivre, puis après pour leur bien personnel, puis pour le bien des autres. C'est, très cool comme cycle, très cool comme évolution, très intéressant à suivre et c'est une super idéologie. Mais, vu le fond global et vu l'idéologie qu'on nous présente comme majoritaire et plus importante dans le volume, je ne suis pas d'accord et la lecture ne passe pas du tout. Et c'est dommage quand c'est, celle que je préfère, graphiquement. J'ai lu du, suicide, yes, que des jolis mots dans l'épisode d'aujourd'hui qui passent bien avec YouTube. Heu, c'est Schopenhauer, qui est quand même, plutôt connu, comme auteur et comme philosophe. Ça nous parle du S-word bien sûr, avec comme idée principale: «Oh combien original et bienvenu que, la mort n'est pas une solution». Ça, c'est, bien vu effectivement. Mon souci, c'est que c'est vraiment pas approfondi sur la mort. Oh non. D'après la cover, on voit qu'on suit un vieux sage qui est Schopenhauer et qui a toutes les idées pour, ne pas mourir et pour vivre à fond de la vie, accompagné de 2 personnages. Une fille qui s'est fait bien maltraiter et à qui la vie a été, horrible et qui donc n'a plus trop de solutions. Et un mec, qui est tout gris, littéralement, pas heureux dans son travail et un peu inexistant et qui pense aussi que la mort est la seule solution. Donc ouais, bah, c'est plein de sujets, hein. La motivation, faire des efforts, s'accomplir, mais jamais à 100 histoire que ça soit pas terminé, qu'on soit en mode: «Ah bon, j'ai plus rien à faire». La passion, l'attachement, à soi, à ses actions et aux autres et l'attachement des autres pour toi. Évidemment, du classique, pas assez poussé pour que ça soit intéressant pour, quelqu'un de pas concerné. Je ne pourrais pas dire que ça serait malvenu ou pas un rappel, important pour ceux qui en auraient, besoin. Mais bon, même si, j'ai un certain passif avec, cette thématique, ça passe, assez loin du sujet, je trouve. Parce que ça fait tout en surface et oui, des raisons pour vivre, il y en a plein. Là, ça fait un listing et c'est pas beaucoup plus poussé. Mais au moins, il y a, des gros lolos et des grosses fesses, hein. C'est-à-dire qu'il y a un personnage féminin, pendant la moitié du volume, il est en maillot de bain, parce que ça se passe sur une île et qu'il y a du surf. Non, c'est vraiment juste pour montrer des seins et des fesses, sans aucun souci et sans aucune déraison. Vraiment, c'est abusé, ça se voit que l'auteur, veut montrer ça particulièrement. Elle pourrait être en maillot de bain pour faire du surf. Non, après en maillot de bain pendant plein de discussions et les plans sont connotés, dira-t-on. Mais en dehors de ça, on a une histoire globale qui se lit bien, les personnages qui sont sauvés petit à petit par Schopenhauer, qui se font rapprocher grâce à lui et qui ont une belle conclusion quand celui-ci a la sienne. Mais par contre, c'est, bien que ta raison d'être soit celle, d'aider les autres à trouver la leur. C'est, bien d'être présent pour eux, mais je trouve qu'ils s'insèrent un peu trop dans leur vie. Genre, ils ont plus de libre arbitre. C'est lui qui décide leur emploi du temps, ce qu'ils doivent faire, avec qui ils doivent se marier, comment vivre leur vie. Parce que il a toutes les réponses à tout, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne la vie. C'est un mec, au pif qui donne les réponses. Sinon, bah, tu obligé de mourir. La mort n'est pas une solution, mais Schopenhauer, oui. Là encore, intrigue globale plutôt mimi,
Mais les idées, bon. Je suis pas une bête de philo. Peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai aimé aucun des 3. Mais je reste pas bien convaincu. Et enfin, j'ai vu la dernière étape pour me mettre à jour sur le Marvel Cinematic Universe. En soi, il me manque toujours ce bon vieux Hulk de 2008. Mais c'est pas très grave. Puis j'ai dû en voir au moins une bonne partie. J'ai en mémoire quelques scènes et tout, donc je sais pas si je l'ai vu ou pas finalement. Donc en tout cas, c'était le vrai sûr dernier qui me manquait, avec les 4 fantastiques first steps, premiers pas, qui est plutôt sympa. Il est pas trop long, il est pas ennuyant, ils sont rarement ennuyants. Il y en a peu que j'ai trouvé en négatif de fou, hormis No Way Home, Ant-Man 3 et The Marvels. Peut-être des plus vieux que j'aurais oubliés ou que j'aurais pas trop vus aussi, mais voilà, ceux que j'ai en tête qui viennent vite, c'est eux. Et ça marche bien parce que les 4 personnages sont plutôt mignons et efficaces. On en a un qui est très questionné sur sa parentalité. Comment être un bon père quand on a un esprit scientifique qui te prend un temps inimaginable? Heu, Comment tu gères la situation? Tu dois être un bon père qui veut pas tuer ton enfant, mais quand en même temps, la menace galactique te dit qu'elle te laissera tranquille si tu donnes ton enfant. Comment faire? J'aime beaucoup ces questions entre scientifiques, héros et parents, c'est intéressant. On en a un autre que je trouve plutôt intéressant. On nous le vend comme un personnage très porté sur le cul, qui fait que penser aux meufs. Ça montre qu'il est surtout intéressé par, l'extérieur et ça le libère pas mal parce que ça lui permet d'avoir une alliée sortie de nulle part en soi, même si du coup il l'a cherchée et surtout, c'est celui qui fait preuve de plus d'héroïsme de très loin. J'aime beaucoup son sens, du sacrifice. Ensuite, on en a une qui est vraiment le personnage principal. Elle porte, le film, le cœur, l'énergie, les décisions, les choix, tout sur ses épaules. Elle est, très, très cool et après, on a un rocher. Son intrigue et ses caractères à lui, c'est que, son personnage de dessin animé dit une phrase, tout le monde veut qu'il la dise, lui veut pas et il la dit. Ou alors, qui fait le malin devant des enfants devant une école et après il drague la maîtresse et pour ce faire, il se laisse pousser une barre en pierre. Il manque un peu d'écriture. Alors oui, c'est compliqué d'avoir de la place pour 4/5 avec, la Silver Surfeuse, mais le fait qu'il ait vraiment rien alors que tous les autres sont au moins OK, c'est trop bizarre. Famille agréable à suivre, personnage agréable à suivre, mais au service d'une histoire, assez lisse et bien simple. J'ai lu récemment, le Marvel Must Have sur, les 3 premières rencontres entre les 4 Fantastiques et Galactus. C'est pas poussé beaucoup plus loin. Il fait peur, il a un immense pouvoir et il peut détruire une planète facilement. Il se fait avoir, par un téléporteur devant lequel on met un bébé. Tu en mode: «Bon, il serait sans doute normalement un peu plus fort et un peu plus dur à battre, je pense». On a le grand public dans l'œuvre qui est insupportable, en mode: «Bah, c'est évident là, assassinez votre bébé et sauvez-nous, bande de grosses merdes, on vous déteste tous». Alors qu'ils sont ultra fans avant, ils sont ultra fans après, parce que c'est littéralement leur seul héros qu'ils ont apporté, donc c'est très désagréable comme revirement et pas très bien justifié, je trouve. Mon point suivant, c'est un truc, d'abruti, parce que je trouve que le film fait très indestructible. Les Indestructibles, c'est évidemment, très inspiré des 4 Fantastiques à la base. Le côté famille, le côté costume commun, le côté rouge au lieu de bleu, les pouvoirs sont très proches, l'ennemi est très proche, mais au niveau du style, du côté un peu lisse et tout, je trouve que ça rend dessin animé et donc indestructible. Le problème, c'est que c'est le genre de truc qui marche mieux en dessin animé et je suis plus mitigé sur le pouvoir de Franklin,
qui peut ramener du monde à la vie au final. S'ils ont déjà des trucs comme ça dans leur univers, et si c'est le point central du prochain Avengers, ça peut être assez, limité. Ramener les gens à la vie, c'est rarement quelque chose de bon et d'intéressant pour l'intrigue. Alors, après, j'ai fait que parler des personnages et de l'intrigue, mais pour un film, c'est con. Heu, la musique, il y a le Fantastic Four qui marche bien et que j'ai en tête depuis les bandes annonces. Le reste, j'ai oublié. Et au niveau, des images et de la mise en scène, ça reste du MCU assez plat et sans réelle, particularité. Les pouvoirs rendent plutôt bien, les voyages galactiques, aussi, mais pas grand chose, de marquant à se mettre sous les yeux. C'est pour ça aussi que là, j'en ai pas particulièrement parlé. Alors sinon, qu'est-ce que j'en vois niveau images et mise en scène moi? C'est vraiment trop ce que je recherche dans les œuvres. Et voilà qui conclut notre épisode de la lumière pop de la semaine, sur la semaine numéro 40. Bien joué à tous, on va être à jour pour sortir dimanche à 15h. Oui, voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. La semaine prochaine, on devrait être aussi rempli, évidemment. J'essaye de lire un tome par jour, mais ça devrait aller plus vite parce qu'on aura moins de sujets différents vu qu'on aura 4 tomes de Diamond is Unbreakable sur 7, donc ça fera un plus gros paquet au milieu. Et pour l'instant, on n'a qu'un seul truc annexe, un film qui est très intéressant, je suis content d'en parler. À voir si je découvre d'autres choses, ce soir, ça m'étonnerait, ou demain, ça va être chaud. Donc on devrait partir sur ça, 7 mangas et un film. On verra bien ce que l'avenir va nous réserver. Dites-moi en commentaire, je vous rappelle, comment vous allez, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Est-ce que vous avez découvert récemment? Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à 15h pour le prochain épisode de la Lumière Pop de la semaine. Toujours cette même envie de faire des lives, mais les soirs, entre le manque d'énergie, le fait de devoir lire un tome par soir, le fait d'être embrigadé au possible par YouTube, de devoir me faire à manger, manger, me laver, c'est dur de trouver le temps de live, mais j'aimerais bien en faire. Et le week-end, je suis très souvent pris en ce moment. J'aimerais bien, hein, ne serait-ce que 2 lives dans la semaine, peut-être, un truc comme ça? Mais j'arrive pour retrouver le temps. Parce qu'en soi, techniquement, j'aimerais bien faire genre enregistrement podcast, mardi escalade, mercredi live, jeudi escalade, vendredi live, et après samedi et dimanche, si j'arrive à caler un live ou deux, ça serait pas mal. Donc peut-être un jour on pourra se retrouver avec ça me ferait plaisir et ça me ferait avancer dans mes jeux, et parler un peu plus souvent. J'espère que ça se fera un jour. Bref, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à Comoré bientôt!